Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Ce soir, mélange de genres au programme en compagnie d'un scénariste BD, bonsoir Joël, et d'un romancier, bonsoir Ben. On pourrait résumer la question qui nous réunit de manière simple, à savoir est-ce qu'un scénariste BD travaille ou pas de la même manière qu'un romancier dans ce tandem inséparable composé de recherche et d'intrigue. On va parler notamment des thèmes que les auteurs décident d'aborder, que ce soit en bande dessinée ou dans un roman. On va aussi parler des recherches, toujours sur les époques, sur les lieux, sur les personnages et leur culture. C'est un vaste programme qui nous attend, évidemment. On va parcourir ça en votre compagnie et avec vos questions. Vu qu'on ne change pas une bonne vieille habitude, je vais avant tout laisser à nos invités le soin de se présenter. Comme ça, je peux boire un coup. Bon amusement à vous, à moi, à tout le monde. Et Ben, à toi l'honneur pour la présentation. J'ai 39 ans, je suis à la base diplômé en sciences de gestion et je me suis mis à l'écriture un peu sur le tard. J'ai écrit un premier roman, Vengeance et Maths, qui a été réédité chez Kenes Éditions. Je vais pas refaire tout l'historique. Donc voilà, c'est Vengeance et Maths est un polar thriller. Je vais faire brièvement le pitch qui parle d'une nouvelle drogue qui transforme la moindre contrariété en folie meurtrière. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Déchéance, parue chez Damirois Éditions. Et alors, au niveau professionnel, j'étais jusqu'il y a peu responsable comme dans une intercommunalité pour ne pas la citer. Et là, je suis pour le moment en stand-by parce que fin mai, je commence chez Kenes Éditions, mon éditeur, mais qui m'a engagé cette fois comme directeur communication et commercial. Et donc voilà, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Joël Ambert, qui est scénariste. Et je vais lui céder la parole pour qu'il se présente. Je fais même le passe après. Bonsoir à tout le monde. Donc, tout d'abord, merci à Fred pour son invitation. J'ai 49 ans. Je suis né à Charleroi, mais ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Bruxelles. Et donc, inexorablement, quelque part, en ayant vécu dans ces deux villes, je devais à un moment, plus que très certainement, devenir auteur de bande dessinée. Ça me paraissait presque inéluctable. Je suis devenu scénariste de bande dessinée, je veux dire professionnel, dans le sens d'être rémunéré pour mon travail et d'être publié il y a de cela environ 3 ans maintenant, en signant tout d'abord une première série chez Kenes Éditions en collaboration avec le dessinateur Dan Verlinden, qui est l'actuel dessinateur de la série Soda chez Dupuis. Donc cette série devrait, plus que probablement, mais ce n'est pas encore tout à fait certain, s'appeler Silo. Ce sera un récit de science-fiction, une série sur plusieurs tomes. Et donc c'est une série qui est en cours d'élaboration. Et en parallèle, on a créé avec Amo une série qui s'appelle Lord Jeffrey, dont le premier tome est paru à la fin de l'année passée. Alors peut-être un petit mot donc d'explication sur cette série. Donc Lord Jeffrey raconte les histoires d'un jeune gamin de 13 ans qui habite à Édimbourg à la fin des années 50, donc dans un contexte particulier, puisqu'on se trouve en plein milieu de la guerre froide. Il a une vie tout à fait classique et normale, donc il va à l'école, il va à la chorale, tout se passe bien. La seule différence qu'il y a par rapport à ses camarades, à ses amis de classe, c'est que son papa va pendant la semaine, en fait, va travailler à Londres, et donc il ne le voit pas pendant la semaine, et puis il ne sait pas très bien, en fait, quel est le métier de son papa, et puis un beau jour, en fait, ce père disparaît de façon soudaine et inexpliquée. L'enquête de la police aboutit très rapidement à la conclusion qu'il s'agit d'une banale histoire d'adultère et que donc son père aurait quitté le domicile pour une aventure. Et évidemment, notre gamin ne va pas se satisfaire de ce classement sans suite, en quelque sorte, et va décider de mener l'enquête lui-même. La première question spontanément, c'est comment faites-vous pour vous documenter sur le thème que vous allez aborder dans votre histoire?
concrètement, est-ce que vous utilisez des lectures, des rencontres avec des experts quand on peut sortir de chez soi ou en Skype, autre chose? Voilà, j'avais envie de vous entendre sur vraiment la manière de travailler pour faire ces recherches, vraiment au niveau de l'intrigue, du thème que vous avez sélectionné pour votre histoire. Moi, je pense qu'au niveau des recherches, ce qui est important, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est que j'essaie toujours d'aborder des récits qui se passent dans un contexte qui m'intéresse. Et donc, dans ce cas-ci, par rapport à Lord Jeffrey, il y avait deux aspects contextuels qui m'intéressaient très fort et depuis un petit peu toujours. C'était d'une part les années 50, qui a toujours été une époque qui m'a beaucoup intéressé et pour lequel on a vraiment profusion au niveau de la documentation, notamment parce qu'il y a déjà des films qui étaient produits à cette époque, parce qu'on a beaucoup écrit en termes de fiction sur cette époque-là, parce qu'elle évoque aussi beaucoup d'images par rapport à l'espionnage, par rapport à des tas de choses qui m'intéressaient. Donc ça, c'était vraiment l'époque des années 50 que je voulais absolument aborder à travers Lord Jeffrey. Et puis le second aspect, ben, c'était cette idée de guerre froide, c'était ce contexte aussi où l'espionnage était vraiment un élément qui se retrouvait un petit peu dans tout ce qu'on pouvait écrire, d'ailleurs, dans les romans de l'époque. Donc voilà. Oui, moi, pour ma part, les recherches sont multiples. Il y a d'office la toile, forcément, c'est une très bonne source d'information. Mais à côté de ça, pour certains sujets un peu plus pointus, j'aime rencontrer des experts, donc, que ce soit au niveau juridique, parce que je prends pour mon prochain roman, j'avais besoin d'une excuse valable pour faire relaxer des présumés coupables, ou présumés innocents, c'est comme vous voulez, d'un crime, mais il fallait que ce soit pour une faute juridique, donc j'ai été discuter avec un avocat pendant une heure, et puis lui, il a fait des recherches, parce qu'en plus ça se passait en 2000, il y a 10 ans, donc il fallait retrouver la loi à l'époque. Donc voilà, donc je pourrais très bien compiler un livre de loi, mais c'est quand même plus facile avec un expert à ce niveau-là. Les recherches, ben, ça peut être... moi, ce que je cherche absolument, et c'est pour ça que les recherches sont importantes, c'est être le plus crédible possible et le plus réaliste possible. Je tiens ça de... Enfin, je tiens ça, non. C'est en lisant un bouquin de Christopher Nolan, qui est un réalisateur cinéma, celui qui a fait notamment la trilogie Batman, avec Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises, où il expliquait que même pour faire un film de super-héros, donc un héros qui se déguise en chauve-souris, il avait voulu coller à la réalité. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y avait une Batmobile qui roulait vraiment. Ça m'avait fort marqué, et donc quand j'écris, j'essaie de coller à ça et d'être vraiment le plus crédible possible. Donc par rapport à Vengeance et Math, il y a l'aspect d'une nouvelle drogue. Je ne me suis pas amusé à jouer au petit chimiste, mais par contre, j'ai fait des recherches et j'ai travaillé avec une neuropsychiatre pour être certain que les effets de la drogue soient réalistes et soient possibles. Voilà, donc ici dans mon prochain roman, il y a un crash d'avion. J'ai rencontré un pilote de ligne formateur aussi, pour être certain que ce soit plausible, la manière dont je décrivais ce crash, etc. Donc voilà, moi je combine. Alors, il y a un troisième pan, c'est les lectures. Donc je lis énormément parce que voilà, par rapport aux intrigues que je fonds, il y a beaucoup d'implications du domaine militaire, du domaine des services secrets, de la police, et donc il y a énormément de recherches et de lectures à ce niveau-là, qui sont faites pour mieux comprendre le terrorisme et les contextes géopolitiques. Moi, je vais peut-être réagir par rapport à ce que vient de dire Ben, dans le sens où je fais personnellement, mais aussi par rapport au type d'histoire que j'écris, une distinction entre le réalisme d'un côté et la crédibilité de l'autre. Donc, en tant qu'auteur, qu'on soit auteur de romans, de bandes dessinées, de pièces de théâtre ou autres, je pense qu'on est tous en quête de crédibilité. C'est évidemment un élément important. Mais cette crédibilité, en fonction du type d'histoire que vous voulez raconter, du type de public que vous voulez toucher, cette crédibilité comment dire, ne reposera pas systématiquement sur un niveau du réalisme qui est forcément très poussé. Alors j'entends bien le discours de Ben, et par rapport à son travail, par rapport au type d'histoire qu'il écrit, évidemment, le réalisme est quelque chose de primordial chez lui. Ça me paraît tout à fait évident. Dans le cadre de Lord Jeffrey,
qui est une histoire qui mêle en fait trois grands ingrédients, l'aventure, l'espionnage et l'histoire, et, et qui est vraiment une histoire qui vise un public vraiment, disons, jeunesse, donc enfant, ado ou préadulte. La question du réalisme se pose avec beaucoup moins d'acuité que pour les romans de Ben. Donc moi, je fais un petit peu une distinction entre les deux. Et donc, dans mon cas, si on fait le lien avec les recherches, c'est très clair que pour ce que je suis en train d'écrire pour Lord Jeffrey, il n'y a pas spécialement besoin, de mon côté, de pouvoir rencontrer des spécialistes dans une matière ou dans une autre, d'une part. Et d'autre part, j'irai même encore plus loin, c'est que j'ai aussi tendance, mais encore une fois, on travaille tous les deux dans des registres différents et sur un média différent, d'où l'intérêt de nous avoir invités en parallèle. Je dois faire quelque part attention à pouvoir mettre le curseur au niveau du réalisme au bon endroit. C'est-à-dire que vouloir absolument essayer de préciser à tout niveau dans l'histoire, c'est vraiment de revenir constamment sur des détails qui font qu'on se situe bien dans les années 50, c'est peut-être pas la mauvaise idée, c'est peut-être pas la meilleure idée par contre. Pardon. C'est vraiment un équilibre à trouver entre en allant rechercher des éléments historiques qui sont les bons éléments et qui vont permettre de rendre mon histoire crédible, mais en faisant en sorte que ces éléments de réalité, ces éléments de documentation ne viennent pas, si vous voulez, polluer l'histoire, qui est une pure fiction que je suis en train d'écrire. Donc voilà, j'ai plus que probablement, quand j'entends Ben qui explique un petit peu les démarches qu'il a menées pour pouvoir écrire son roman, on est probablement sur des types de démarches qui sont différents. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de le signaler. Et pour rebondir, Elena demande, est-ce que vous pourriez tous les deux citer un exemple concret pour la dernière œuvre que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, de recherche par rapport au thème, à l'intrigue? Mais donc je vais prendre un exemple par rapport à ce premier tome. Il était important pour moi que la famille du jeune Jeffrey Archer vive dans une maison et dans un quartier d'Édimbourg euh, qui ne soit pas un quartier trop huppé. Parce que le fait que cette famille ne soit pas une famille spécialement précarisée, mais ne soit pas non plus une famille qui soit vraiment très très aisée, cet aspect-là, socio-économique, je dirais, aura un impact dans l'histoire à un moment pour justement rendre crédible tout ce que je vais raconter pendant toute cette histoire. Et donc, en termes de recherche, n'ayant jamais mis les pieds à Édimbourg, et je pense très sincèrement que par rapport à ma démarche, par rapport à ce type de bande dessinée, et vu tous les moyens qui sont à disposition en termes de documentation, notamment sur le net aujourd'hui, pour pouvoir se renseigner sur la ville, il n'était pas nécessaire de forcément y aller, ça aurait été mieux, mais ce n'était pas absolument nécessaire. J'ai dû faire quand même pas mal de recherches pour aller rechercher le quartier qui me semblait le mieux collé, si vous voulez, à, au niveau de vie, de cette famille Archer. Et donc, dans ce cas de figure, ici, dans ce cas-ci, la famille a été localisée dans une rue qui s'appelle Derby Street et que vous pouvez facilement retrouver en faisant une recherche sur Google. Voilà. Ben? Moi, Ben, un exemple concret pour distinguer, par rapport aux recherches qui ont été faites, je l'expliquais, c'est voilà, cracher un avion. En plus, moi je cherchais, j'en parle pour mon prochain roman, je voulais cracher l'avion, que ce soit un crash volontaire, et que le crash tue tous les occupants. Donc c'est un meurtre de masse. Mais on ne s'improvise pas pilote d'avion, je n'ai jamais joué à Flight Simulator, et en plus je le décrivais non pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Et donc il fallait que la manière dont il se plante soit crédible, parce qu'on ne peut pas le faire tomber à pic, le museau en premier à la perpendiculaire face au sol. Et donc on a discuté pas mal de ça. C'était décevant parce c'était très facile, il suffit de le planter, et si le plein de carburant vient d'être fait, il explosera d'office et il tuera tout le monde, ça deviendra une boule de feu. Par contre, là où c'était très intéressant, c'est que je n'avais aucune idée de qui enquêtait en cas de crash d'avion, et je pensais naïvement qu'il y avait un organe spécifique de la police fédérale qui s'en occupait. Alors là, le pilote
expliqué que c'est pas du tout comme ça. Il y avait bien sûr des enquêteurs de la police qui étaient liés, mais qui n'exécutaient que certains ordres. En fait, quand il y a un crash d'avion, il y a 3 pays qui sont impliqués. Il y a le pays où s'est déroulé le crash forcément. Il y a le pays d'où est basée la compagnie aérienne. Et il y a le pays qui est constructeur de l'avion. C'est juste une histoire de gros sous en fait. Chacun enquête pour savoir qui va payer. Donc si c'est une faute technique humaine ou si c'est les aiguilleurs du ciel, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple concret où ça m'a permis de rebondir et d'avoir un meilleur angle d'attaque pour rester crédible et collé à la réalité. Parce que par rapport à ce que je disais jeune, entre la scission entre crédibilité et réalisme, c'est clair que quand on fait un polar, il faut la crédibilité et le réalisme sont assez proches l'une de l'autre. Maintenant, quand on écrit un récit de science-fiction, voilà, il y a la crédibilité, le réalisme est compliqué, mais la crédibilité est quand même indispensable. Est-ce que c'est simple de trouver la personne qui va répondre à tes questions? Tu parles d'un pilote, de neuropsychiatre. Est-ce que c'est facile pour un romancier de trouver ces personnes-là? Et est-ce que c'est facile d'obtenir les réponses à tes questions? Écoute, pour le premier roman, j'ai déjà une chance inouïe, c'est que ma femme est neurochirurgienne, donc elle m'a déjà beaucoup aidé par rapport à tout ce qui était blessure. Là aussi, hein, la crédibilité et le réalisme de la description des blessures. Et puis avec son réseau, j'ai eu facilement accès à une neuropsychiatre, puis c'est une de ses copines avec qui elle a fait ses études. Après ça, pour tout ce qui est, je parlais de formateur, les commandants de bord, ou l'avocat, etc., parce qu'il faut un avocat pénaliste, et moi je connaissais des avocats d'affaires. Pour le premier roman, là j'ai fait plus avec mon réseau. Maintenant pour le deuxième, comme le premier a bien fonctionné, qu'il ait une certaine notoriété, ça ouvre des portes. On sait venir avec une preuve, comme quoi voilà, on est vraiment romancier, qu'on a vraiment écrit quelque chose qui a été publié, édité. Parce que voilà, il faut se rendre compte que ces gens nous consacrent du temps. On sait qu'un avocat, oui, il trouve ça sympa parce que voilà, ça leur change un peu de leur quotidien professionnel. Et donc là, oui, c'était assez facile. Mais ça a demandé le deuxième roman pour que les portes s'ouvrent facilement. Je prends par exemple le commissariat de police de la ville de Charleroi, parce que je suis Carolo et j'y vis toujours. Mais pour le premier, pour Vengeance et Maths, il y a beaucoup de scènes qui se passent là-dedans, vu que c'est avec des flics. Et là, je ne l'avais pas visité, je n'en connaissais que l'extérieur, donc j'ai pas mal inventé. Par contre, pour le second, on me l'a fait visiter et on m'a fait faire le parcours de la tour de police comme un suspect, donc son arrivée, le passage par l'identification, les cellules, etc. Et donc ça m'a permis d'être vraiment plus réaliste dans mes descriptifs. Donc voilà, mais je veux dire, dans Vengeance et Maths, la crédibilité du commissariat, elle est là. Je veux dire, j'ai rien inventé. Il y a des aspects classiques dans un commissariat. Pour le second, là, j'ai pu, en plus d'être crédible, être réaliste et vraiment coller à comment est le commissariat de la ville de Charleroi. Comment fonctionne le tandem que tu as avec Amo, par exemple, qui dessine pour Lord Jeffrey, au niveau justement des recherches, puisque tu n'es pas obligé de coller à la réalité, comme tu l'as très bien expliqué, est-ce que vous devez vous mettre d'accord ou, enfin, comment ça fonctionne concrètement le travail sur une bande dessinée qui est différent d'être tout seul à faire son roman comme peut l'être Ben? C'est une excellente question parce que c'est aussi un élément qui différencie très très fortement, je pense, le travail d'un scénariste BD par rapport à celui d'un romancier, c'est le fait que dans la plupart des cas, c'est pas systématique, puisqu'il y a évidemment des auteurs qui sont des auteurs qu'on dit complets, c'est-à-dire qui assurent à la fois le scénario et le dessin, comme Hergé à l'époque, et comme bien d'autres auteurs aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal, la majorité des séries quand même fonctionnent avec des duos, donc de scénaristes et de dessinateurs, et que donc il y a un mode opératoire à mettre en place. Cette collaboration, elle peut être très différente en fonction des duos qui se forment. Donc la collaboration que j'ai pour le moment avec Amo est tout à fait différente de celle que j'ai avec Dan Verlinden par rapport à la seconde série sur laquelle je travaille. Donc ça dépend des personnalités. De ce que j'ai déjà entendu, il y a
des dessinateurs qui veulent absolument pas mettre le plus petit doigt d'orteil dans la création de l'histoire, au niveau de la narration, et donc se contentent de mettre en page une histoire qui a été écrite. Dans le cas de Amo et de Dan Verlinden, c'est différent, puisque eux veulent être intégrés, si vous voulez, dès le départ au processus créatif. Et donc, il y a un échange permanent à chaque étape du travail. En tant que scénariste, je recherche essentiellement plutôt l'information qui aura un impact sur le déroulement de l'histoire, ça me paraît un petit peu logique. Et Amo, lui, s'occupe plutôt, mais je peux évidemment l'aider, sur les recherches destinées à mettre en image cette histoire, donc sur les vêtements, sur les décors, sur l'endroit qui doit être dessiné pour pouvoir mettre en place donc la scène qui est décrite. Il y a des cas où on se dit, là quand même, on aimerait bien que ça colle vraiment à la réalité, donc je vais donner un exemple. On se demandait si le policier qui intervient dans le premier tome, et qui est donc un policier qui officie donc à Édimbourg en 1958, si en fait la casquette qu'il portait le même bandeau à damier que les policiers anglais. Donc je suppose que vous avez tous déjà vu des séries ou des films, notamment des polars qui se passent en Angleterre, avec ce damier, cette sorte de damier au niveau du bandeau du képi. Donc on a vraiment dû faire des recherches parce qu'on ne trouvait pas l'information. C'est évidemment pas quelque chose de très important, mais là, pour être franc, on s'y est mis tous les deux. Je ne sais plus si c'est lui ou moi qui avons finalement trouvé la solution. Je ne suis même pas certain qu'on ait trouvé la bonne réponse, mais finalement, pour la petite histoire, on a intégré le damier dans le bandeau du sergent Crotter, qui est donc ce personnage de policier. Williams demande, pour revenir aux questions de la salle, hein, est-ce que les résultats de vos recherches peuvent provoquer des changements dans vos intrigues? Tout peut changer à tout moment. Ok. Donc, une rencontre peut changer le cours de l'histoire qu'on est en train de raconter. Un élément qu'on peut trouver au hasard de nos lectures, de nos recherches, peut changer le cours d'une histoire. Des envies aussi. Les envies du dessinateur au fur et à mesure qu'il découvre que je l'informe, donc je lui transmets le déroulement de l'histoire au fur et à mesure. Donc ces envies, ces réactions peuvent à tout moment changer le cours de l'histoire. C'est bien la raison pour laquelle, et ça aussi je pense que c'est un élément particulier par rapport au travail d'un scénariste de bande dessinée, beaucoup d'auteurs, beaucoup de scénaristes travaillent en remettant en réalité leur script au fur et à mesure, donc par lot de 2 ou 3 pages. Et très rarement, comme on le faisait un petit peu à l'ancienne, en une fois, donc en rendant un script complet pour l'ensemble de l'album. Alors bien souvent, certains dessinateurs l'exigent, parce qu'évidemment, ça leur donne plus de garantie, ça leur donne plus de contrôle sur l'histoire. Ils voient directement ce qu'ils vont devoir dessiner. Dans certains cas, ça leur permet de pouvoir, premièrement, entamer des recherches en termes de décor, etc., sur des éléments qui se passeront plus tard, donc ils gagnent du temps. Donc il peut y avoir un avantage pour eux à ce que le scénariste leur balance, entre guillemets, prêtez-moi l'expression, directement en fait le script en une fois, mais la plupart sont quand même bien conscients que ça peut être tout aussi intéressant de recevoir le script au fur et à mesure, parce que comme il y a un échange permanent entre le script qui est envoyé et les dessins qui viennent en retour au niveau du scénariste, ça arrive, mais je ne vais pas dire que c'est déjà arrivé, c'est quelque chose qui m'arrive pas tous les jours, mais qui arrive assez fréquemment. En fonction du dessin qui a été proposé, donc de la planche dessinée qui a été proposée par le dessinateur, que je modifie le rôle joué par un personnage dans l'histoire. Parce que tout simplement, tout d'un coup, ce personnage, tel qu'il a été dessiné par le dessinateur, il crève l'écran, tout simplement. Ben, je ne sais pas évidemment, j'imagine que tu as des choses à ajouter. En fonction de tes découvertes et de tes interviews, de tes livres de documentation, est-ce que tu changes potentiellement ton histoire? Est-ce que c'est déjà arrivé? La changer, non. Parce qu'en général, je fais les recherches au préalable avant l'écriture. Et donc, ça me permet d'avoir une bonne vision. Je fais d'abord un travail de recherche. Donc, ça ne change pas
par la suite, parce qu'avant de construire l'intrigue, ben, j'étoffe mes connaissances. Maintenant, il est clair que ça me permet à certains moments d'affiner si si je suis en train de lire un livre sur l'État islamique et que je joue avec le terrorisme, ben oui, mais ou si je prends la visite du commissariat de Charleroi, ça s'est fait après le début de l'écriture, donc ça m'a permis d'aller plus dans le détail, etc., et d'être plus réaliste. Je propose qu'on enchaîne directement avec l'époque, puisque tu parlais du fait que effectivement c'est peut-être de la mauvaise volonté, mais c'est pas évident d'aller à Édimbourg dans les années 50. Et je pars de l'hypothèse que vous ne conduisez ni l'un ni l'autre de DeLorean. Comment est-ce que vous faites les recherches finalement quand vous devez vous projeter, pour toi Joël dans les années 50 et pour toi Ben sur tes différents projets? Mais moi, c'est très simple. Je n'aime pas écrire sur d'autres périodes historiques. J'aime le monde contemporain tel qu'il est. Donc voilà. Donc moi, ça n'influence pas, il n'y a pas de recherche. Ouais, ça confirme bien notre magnifique complémentarité pour ce soir, parce que moi, c'est tout à fait l'inverse. Donc, je suis très intéressé par tout ce qui peut se passer dans le passé ou dans le futur. Le contemporain, d'une façon générale, je ne parle pas seulement par rapport à l'écriture, je pense on écrit aussi en rapport avec ce qu'on aime lire ou ce qu'on aime visionner comme film. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, très attiré par les années 50 d'un point de vue esthétique. Je trouve que c'est vraiment une période magnifique à illustrer, ne fût-ce qu'à illustrer d'un point de vue graphique. C'était encore une époque où les femmes étaient très élégantes, avec des grands chapeaux, avec des robes cintrées, où les, où les hommes, il y avait encore une certaine galanterie, etc. Alors ça peut paraître totalement désuet et ça va même probablement complètement à contre-courant de la tendance actuelle. Mais quelque part, j'y trouve justement un dépaysement par rapport à ma vie de tous les jours et ça me plaît beaucoup. Donc, tant au niveau de l'écriture que par rapport à ce que je peux lire ou voir comme film, documentaire, etc. Donc, ça, c'est par rapport au passé. Je trouve que le futur, explorer le futur, c'est aussi de nouveau se donner dès le départ, en fait, une sorte de visa avec une liberté totale sur tout ce qu'on peut faire, puisqu'on peut inventer tout ce qu'on veut, à moins de vraiment faire ce qu'on appelle un récit d'anticipation, ça c'est encore un petit peu différent, mais dans de la science-fiction pure, ou même si on pousse plus loin, qu'on va dans du space opéra, etc., tout est ouvert. Les seules limites, c'est votre cerveau. Donc moi, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça très attractif voilà, par rapport à ma personnalité. Et c'est vrai que le monde contemporain m'attire d'une façon globalement, que ce soit d'un point de vue esthétique ou par rapport à ce qui s'y passe. Voilà, ça m'attire moins parce que j'ai ce sentiment de dépaysement qui probablement n'est pas là. Comment est-ce qu'on construit un personnage au niveau des recherches toujours? Comme ça on reste dans le thème. Dans le cadre de Jeffrey, j'avais simplement décidé de lui attribuer deux, trois caractéristiques. En l'occurrence, il est curieux, il est courageux, c'est quelqu'un qui est très difficile à table, et donc ça reviendra à plusieurs moments dans le récit. Et puis surtout, c'est une famille, et il y a un moment, j'y fais référence, c'est une famille où ils ont l'habitude d'être en retard. Voilà. Et là, peut-être qu'effectivement, même plus que probablement, même si c'est un peu inconscient, je connais une personne qui systématiquement est en retard à tous ses rendez-vous et il est plus que probable qu'inconsciemment, il m'est influencé pour pouvoir construire cette première ébauche de personnage. Mais je ne suis pas parti, donc je me suis contenté, si vous voulez, de deux, trois éléments caractéristiques pour me lancer dans l'histoire. Et après, advienne que pourra, je les ai fait évoluer en fonction de ce que j'avais envie, en sachant pertinemment bien, c'est qu'encore une fois, et je termine par là, au fur et à mesure maintenant que le récit va se dérouler, ma marge de manœuvre, que ce soit par rapport à Jeffrey, que ce soit par rapport à Eleanor, qui est un autre personnage important de l'histoire, va se réduire, puisque je serai tenu à ce que j'aurais raconté dans les premiers tomes. Eh ben, on est vraiment très complémentaires, Joël. Deux manières et deux écoles de travail complètement différentes. Donc, moi, dans Vengeance et Matt, tous les personnages existent en fait. Et sont même des potes. On a même pour certains pas changé les prénoms.
pour la plupart. À part ceux qui ont le rôle de méchants, j'ai exagéré les traits de leurs traits réels. Mais j'essaie, quand je construis mes personnages, j'essaie qu'on puisse au moins s'identifier à l'un ou à l'autre. Et donc de faire des personnages quand même très très différents. Donc c'est pour ça que même si l'inspiration de base est réelle, ben, je vogue un peu, je construis leur caractère de manière différente. Maintenant, pour le suivant que j'ai écrit, le personnage principal est complètement inventé. Le personnage principal s'appelle Tuco. Tuco, pourquoi? C'est le truand dans Le Bon, la brute et le truand. C'est le personnage d'Eli Wallach dans le film de Sergio Leone. Là, je l'ai créé de toutes pièces. Et j'ai eu un peu de mal au début à me l'approprier pour imaginer comment il réagirait selon certaines scènes. Et j'y suis arrivé et ça m'a permis de mieux rentrer dans l'histoire. Donc, je vis vraiment beaucoup mon histoire et c'est d'ailleurs toujours un petit peu bizarre quand le mot fin est mis parce que j'ai l'impression de quitter quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant quelques mois. Je vais revenir à ma conclusion et à la question finalement qui a généré cette discussion, à savoir est-ce qu'un scénariste BD travaille de la même manière qu'un romancier dans le tandem entre les recherches et l'intrigue? Voilà, je vous laisse évidemment la conclusion sur le thème de ce soir, l'un et l'autre. Si on synthétisait nos Ouais. presque 2 heures de discussion, qu'en retiendriez-vous pour cet aspect-là? Moi, je dirais que déjà, un romancier n'est pas l'autre. Donc, déjà, deux romanciers travailleront de manière différente. Donc, clairement, je pense que pour moi, c'est pas forcément une distinction entre BD et roman, mais entre personnes simplement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ben. Effectivement, je pense que ça dépend très fort. Chacun a sa méthode de travail, il n'y a aucune recette. Fondamentalement, je pense que d'un côté, que ce soit le romancier ou le scénariste de BD poursuivent en fait le même objectif. Donc il y a évidemment toute une série de points communs dans le travail de l'un et de l'autre. Ça, c'est certain. Après, dans les méthodes et les contraintes, notamment par rapport au code qui régissent les deux médias, je pense qu'effectivement, ça a un impact sur les méthodes de travail et sur la façon d'appréhender le métier de scénariste ou le métier de romancier. Donc. Et je clôturerai en disant simplement, c'est que si on regarde bien par rapport au passé, il y a eu très, très peu, je pense, hein, de scénaristes de BD qui sont passés de l'autre côté du miroir et inversement, hein, de romanciers qui se sont mis à la bande dessinée. Il y en a eu très très peu, et dans les cas connus, ça a plutôt été des échecs. Je me souviens que dans les années 80, chez Dupuis, le grand Paul Sulitzer avait tenté le coup et ça n'a pas marché. Et plus récemment, je me souviens plus de son prénom, Emmanuel Schmitt. Eric Emmanuel. Eric Emmanuel Schmitt a tenté la même chose avec Jean-Guy en bande dessinée et ça a fait long feu très rapidement. Donc, je ne connais pas personnellement, il doit y en avoir, hein, mais de cas de figure où on est passé de l'un à l'autre. Donc, j'imagine que quelque part, il y a une raison qu'il y a une raison, et je pense que cette raison, c'est que les métiers sont radicalement différents, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les deux. Hein. De mon côté, j'ai vraiment l'ambition, je pense comme beaucoup de scénaristes, un jour de pouvoir écrire mon roman, parce que ça me plairait beaucoup, cette liberté m'attire énormément. Donc, je me ferme pas la porte en me disant, de toute façon, c'est pas faisable. Ça, je n'ai pas dit. Je dis juste que je pense réellement, c'est que les métiers, concrètement, quand on exerce le métier, voilà, les contraintes sont différentes et la technique à utiliser aussi. Oui, il faut pas croire que parce qu'on écrit, on est capable d'écrire tout. Tout, oui, c'est ça, voilà. Exactement. Mais ça, c'est la meilleure conclusion qui soit. Je ne peux pas Voilà. faire, je ne peux pas faire mieux. Si je peux faire mieux, je peux évidemment vous remercier
énormément pour cette soirée. J'ai profité de chaque minute parce que justement mêler des personnes qui travaillent différemment avec des contraintes, des codes différents, moi c'est ce qui me passionne, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte et donc j'étais vraiment très très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Je pense que et les personnes qui nous ont écoutés aussi, sinon elles ne seraient pas restées. Donc voilà, un grand merci de si bien représenter le projet que j'ai voulu mettre en place et à la semaine prochaine.